On dit que ce sont les intentions qui comptent, qu'un cadeau offert avec le cœur ne peut jamais faire de mal. Mais, et si c'était faux? Imagine recevoir un présent choisi avec soin, emballé avec amour, offert par quelqu'un qui te connaît mieux que personne. Un objet banal, presque rassurant. Et pourtant, dès la première nuit, quelque chose change. Un bruit, une ombre, une sensation persistante que cet objet t'observe. Il existe une vieille légende, murmurée dans les villages oubliés et les forêts où la lumière ne s'attarde jamais. Une sorcière trahie, humiliée, convaincue que l'amour n'est qu'un mensonge déguisé. Elle n'a pas maudit des armes, ni des reliques anciennes. Non. Elle a choisi ce qu'il y a de plus cruel, les cadeaux attentionnés. Chaque présent qu'elle touche semble porter une promesse, mais cache une condamnation. Plus l'intention est pure, plus la malédiction est terrible. Et ceux qui les reçoivent ne comprennent la vérité que lorsqu'il est déjà trop tard. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de 8 cadeaux offerts avec de bonnes intentions et condamnés par une sorcière. 8 objets ordinaires, 8 destins brisés. Et fais attention, car l'un de ces cadeaux ressemble peut-être beaucoup à celui que tu as déjà reçu. Cadeau maudit numéro 1. La montre héritée. La montre n'avait rien d'exceptionnel au premier regard. Un boîtier en argent légèrement terni, un bracelet en cuir usé par le temps, et un tic-tac discret, presque rassurant. C'était une montre ancienne, transmise de génération en génération. Un cadeau chargé d'histoire. Élodie l'offrit à son compagnon pour leur 5e anniversaire. Elle savait à quel point il était obsédé par le temps, les horaires, la peur d'être en retard. Cette montre, disait-elle, devait lui rappeler que certaines choses méritent qu'on s'y attarde. La première journée se passa sans incident. La montre fonctionnait parfaitement, trop parfaitement. Le soir venu, il remarqua quelque chose d'étrange. L'aiguille des secondes ralentissait lorsqu'il s'arrêtait de bouger, puis reprenait son rythme normal dès qu'il marchait à nouveau. Il mit cela sur le compte d'un vieux mécanisme capricieux. Mais les jours suivants, le phénomène s'aggrava. À chaque moment d'hésitation, à chaque pause, le temps semblait se contracter autour de lui. Les conversations devenaient floues, les visages se figeaient, et le tic-tac cessait. Une nuit, réveillé par un silence absolu, il regarda sa montre. Les aiguilles étaient immobiles, la pièce aussi. Il tenta de crier. Aucun son ne sortit de sa bouche. Son cœur battait, mais le monde refusait d'avancer. Puis une douleur aiguë traversa son poignet. Des symboles gravés apparurent lentement sur le boîtier, comme brûlés de l'intérieur. Une voix chuchota, douce et cruelle à la fois. « Tu voulais plus de temps. Je t'en ai donné. » Le matin suivant, Élodie retrouva la montre posée sur la table, propre, silencieuse. Son compagnon avait disparu. La police parla d'une fugue. La montre, elle, continuait de fonctionner. Depuis ce jour, chaque personne qui la porte finit par ralentir. D'abord dans ses gestes, puis dans ses pensées, jusqu'à devenir un simple souvenir figé dans un instant que le monde a oublié. Et la sorcière sourit. Car elle sait que le plus beau cadeau n'est pas le temps donné, mais celui qu'on reprend. Cadeau maudit numéro 2. Le miroir de chambre. Le miroir était élégant. Un cadre en bois sombre, finement sculpté de motifs floraux presque effacés par le temps. Clara l'avait trouvé dans une brocante, cachée derrière des meubles poussiéreux. Elle l'acheta sans hésiter, persuadée qu'il serait parfait pour la nouvelle chambre de sa sœur cadette, Manon. Manon venait de traverser une période difficile. Manque de confiance, nuits sans sommeil, peur constante de ne jamais être assez.
Clara voulait lui offrir quelque chose qui l'aiderait à se voir autrement, quelque chose de beau, de valorisant. Dès le premier soir, Manon passa de longues minutes devant le miroir. Elle souriait, son reflet aussi. Mais le lendemain matin, quelque chose clochait. Manon avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi. Elle expliqua qu'elle avait eu du mal à détourner le regard du miroir, comme si son reflet avait besoin d'elle. Les nuits suivantes, Clara entendit des murmures étouffés venant de la chambre. Lorsqu'elle entra, Manon se tenait immobile face au miroir, les yeux grands ouverts. « Je me trouve enfin jolie », murmura-t-elle. Pourtant, son reflet souriait un peu trop lentement. Avec le temps, Manon changea. Elle ne se regardait plus que dans ce miroir, refusait les photos, fuyait les autres surfaces réfléchissantes. Son reflet, lui, semblait gagner en assurance, pendant qu'elle se fanait. Un soir, Clara entra sans frapper. La chambre était vide, le miroir intact, mais dans la glace, Manon était là, elle frappait, hurlait, suppliait sans qu'aucun son ne sorte. Derrière elle, une silhouette sombre posa une main sur son épaule. Gravée dans le bois du cadre, une phrase apparut lentement. « Tu voulais qu'elle s'aime. J'ai gardé ce qu'elle détestait. » Depuis, le miroir est toujours revendu. Chaque nouveau propriétaire y voit une version idéalisée de lui-même, et tôt ou tard, finit par vouloir échanger sa place. Car la sorcière sait que le plus cruel des cadeaux n'est pas de voler un visage, mais de faire croire qu'on peut en avoir un meilleur. Cadeau maudit numéro 3, le carnet de gratitude. Le carnet était simple. Une couverture en tissu beige, des pages épaisses, une odeur légère de papier neuf. Sur la première page, une phrase écrite à l'encre dorée. « Écris chaque jour ce pourquoi tu es reconnaissant. » C'est Julien qui l'offrit à sa mère. Elle traversait une période sombre, marquée par la solitude et le sentiment de ne plus compter pour personne. Ce carnet devait l'aider à se concentrer sur le positif, à retrouver le goût des petites choses. Les premiers jours, elle joua le jeu. Un café chaud, un appel de son fils, le chant des oiseaux le matin. Mais très vite, quelque chose changea. Chaque fois qu'elle écrivait une gratitude, l'objet correspondant disparaissait peu après. La plante qu'elle avait mentionnée se dessécha. La tasse préférée se brisa sans raison. L'oiseau qu'elle écoutait chaque matin ne revint plus. Elle crut d'abord à une série de coïncidences. Alors, elle continua d'écrire. Elle remercia le carnet pour la visite de Julien. Le lendemain, il annula tous ses appels, puis cessa de venir. Comme s'il l'avait oublié. Les pages, elles, ne restaient en jamais blanches. Même lorsqu'elle refusait d'écrire, de nouvelles phrases apparaissaient, tracées d'une écriture fine et tremblante. « Tu es reconnaissante pour ce qui peut encore être pris. » Peu à peu, elle apprit à se taire, à ne plus aimer, à ne plus s'attacher. Mais le carnet exigeait toujours plus. Il tournait les pages tout seul, s'ouvrait sur ses genoux, la forçait à écrire avec une douleur sourde dans la main. Un matin, Julien trouva l'appartement vide. Le carnet était posé sur la table, ouvert à la dernière page. Une seule phrase y figurait. « Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour le silence. » Depuis ce jour, le carnet réapparaît parfois dans des rayons de librairie. Il promet la paix intérieure. Mais la sorcière sait que le vrai prix du bonheur, c'est tout ce qui te reste à perdre. Cadeau maudit numéro 4. La couverture tricotée. La couverture était douce, épaisse, lourde, faite de laine aux teintes chaudes. Chaque maille avait été tricotée à la main, avec patience et amour. C'était un cadeau réconfortant, le genre qu'on offre pour protéger quelqu'un du froid et du reste. Camille l'avait reçu de sa grand-mère peu avant sa mort.
Elle te tiendra compagnie quand je ne serai plus là, lui avait-elle dit en souriant. Les premières nuits, Camille dormit profondément. Trop profondément. Elle ne rêvait plus, ne se réveillait plus en sursaut. Elle se sentait enveloppée, maintenue, comme si quelqu'un veillait sur elle. Puis vinrent les marques. Au réveil, des traces rouges striaient ses bras et ses jambes, comme des empreintes de doigts. Camille pensa d'abord à une mauvaise circulation du sang, à la laine trop serrée, mais les marques apparaissaient aussi lorsqu'elle ne s'endormait pas sous la couverture. Peu à peu, Camille se sentit incapable de dormir sans elle. Lorsqu'elle essayait, une angoisse sourde l'envahissait, l'empêchant de respirer. La couverture semblait l'appeler, glisser lentement vers elle sur le lit. Une nuit, réveillée par une sensation d'étouffement, Camille comprit. La couverture se resserrait. Les mailles se contractaient comme des muscles. Dans un dernier geste de survie, elle la repoussa hors du lit et passa le reste de la nuit recroquevillée sur le sol. Le lendemain, elle offrit la couverture à sa sœur, prétextant qu'elle lui porterait chance. Elle dormit enfin paisiblement. Sa sœur, elle, ne se réveilla jamais. Depuis, la couverture change de main. Elle est toujours offerte avec de bonnes intentions, pour réconforter, pour protéger, pour remplacer une présence disparue. La sorcière aime particulièrement ce cadeau, car elle sait qu'il est plus facile de transmettre une malédiction que d'affronter la solitude. Cadeau maudit numéro 5. La boîte à musique. La boîte à musique était minuscule, en bois clair orné de petits dessins peints à la main. Lorsqu'on l'ouvrait, une mélodie simple s'élevait, lente et presque joyeuse. Une chanson d'enfance que tout le monde semblait reconnaître sans jamais se souvenir d'où elle venait. Thomas l'avait offerte à sa fille pour ses 6 ans. Il voulait lui rappeler les moments qu'ils partageaient avant que le travail, la fatigue et les silences ne s'installent entre eux. Au début, la petite l'adorait. Elle l'ouvrait chaque soir avant de dormir, écoutant la musique jusqu'à ce que ses paupières se ferment. Puis, elle commença à poser des questions. « Papa, pourquoi la musique continue quand je ferme la boîte ?» Thomas riait, pensant à un mécanisme défectueux. Mais certaines nuits, en passant devant la chambre, il l'entendait lui aussi. La mélodie étouffée, comme jouée sous l'eau. La fillette se réveillait en pleurant. Elle disait rêver d'une pièce sombre, remplie de jouets immobiles qui la regardaient. Et au centre, la boîte à musique, ouverte. Un soir, Thomas décida de la ranger. La musique s'arrêta brusquement. Le silence fut plus effrayant encore. Sa fille refusa de dormir. Elle tremblait, répétant que « La dame veut que papa écoute aussi ». Cette nuit-là, la boîte s'ouvrit toute seule sur la table du salon. La mélodie se mit à jouer, plus lente, plus grave. À chaque note, Thomas se souvenait d'un moment qu'il avait manqué. Une fête oubliée, une promesse non tenue, un regard détourné. Gravée à l'intérieur du couvercle, une phrase apparut. Tu voulais revivre le temps perdu. Elle voulait ta présence. Le lendemain matin, la chambre de l'enfant était vide. La boîte à musique refermée sur l'oreiller. Depuis, on raconte que lorsqu'on l'ouvre, la mélodie ne s'arrête jamais vraiment. Elle attend simplement que quelqu'un écoute jusqu'au bout. Et la sorcière sait que rien n'est plus cruel qu'un cadeau qui rappelle tout ce qu'on n'a pas su donner. Cadeau maudit numéro 6. Le cadre photo numérique. Le cadre était moderne, discret. Un écran fin, toujours allumé, faisant défiler des souvenirs heureux. Vacances, anniversaires, sourires figés dans le temps, un cadeau idéal pour quelqu'un qui avait peur d'oublier. Sarah l'avait offert à son mari après son accident. Les médecins parlaient de séquelles légères, mais elle voyait bien qu'il avait du mal à se souvenir de certains détails. Les photos devaient l'aider à se raccrocher à sa vie d'avant. Au début,
Le cadre affichait exactement ce qu'ils avaient chargé. Puis, lentement, les images changèrent. Une photo de mariage montrait Sarah un peu plus floue. Sur une autre, son sourire semblait figé trop longtemps. Certaines images représentaient des moments dont aucun des deux ne se souvenait. « On a vraiment été là ?» demandait-il parfois. Sarah mettait ça sur le compte de sa mémoire fragile. Mais un matin, le cadre afficha une photo de lui, seul, assis à table, dans une maison vide. Chaque jour, une nouvelle image apparaissait, toujours plus récente, toujours plus solitaire. Les photos de Sarah devenaient rares, puis disparaissaient complètement. Lui, en revanche, semblait aller mieux, plus calme, plus sûr de lui. Comme si le cadre lui montrait la seule réalité qu'il devait retenir. Un soir, Sarah tenta de débrancher l'appareil. L'écran resta allumé. Une dernière photo s'afficha. Elle, debout devant le cadre, la main tendue, mais invisible dans le reflet. Derrière l'écran, gravée dans le plastique, une phrase apparut lentement. « Tu voulais qu'il se souvienne. J'ai choisi ce qui méritait de rester. » Le lendemain, Sarah n'existait plus que sur d'anciennes photos stockées dans des téléphones qu'on ne consultait jamais. Et le cadre continuait de défiler, montrant une vie parfaitement cohérente, tant qu'on n'essaie pas d'y entrer. La sorcière sait que la mémoire est une maison fragile. Il suffit d'en enlever une pièce pour que tout le reste s'écroule. Cadeau maudit numéro 7. Le bijou protecteur. Le collier était censé protéger. Un pendentif en pierre noire, lisse et froide au toucher, suspendu à une chaîne fine. La vendeuse avait assuré qu'il éloignait les mauvaises énergies, qu'il absorbait les peurs et les cauchemars. Nora l'offrit à sa meilleure amie après une série de nuits terrifiantes. Crise d'angoisse, insomnie, sensation constante d'être observée. Ce bijou devait être un rempart, un talisman contre l'invisible. Les premières nuits furent calmes, trop calmes. Sa meilleure amie dormait d'un sommeil lourd, sans rêve. Elle disait se sentir vidée, mais rassurée. Le pendentif devenait tiède contre sa peau, comme s'il fonctionnait. Puis, Nora remarqua quelque chose. Chaque fois que son amie allait mieux, elle se sentait plus mal. Fatigue soudaine, cauchemar violent, peur inexpliquée, comme si quelque chose circulait entre elles. Un soir, en observant le pendentif à la lumière, Nora vit des reflets mouvants à l'intérieur de la pierre. Des formes, des visages, le sien parmi eux. Elle consulta une vieille femme au regard trouble qui n'eut besoin que d'un coup d'œil pour comprendre. « Ce bijou ne protège pas », murmura-t-elle. « Il choisit. » La nuit suivante, Nora rêva d'une forêt noire. Au centre, une femme l'attendait, immobile. Son sourire était calme, presque compatissant. « Tu as voulu la sauver, dit la sorcière. Tu as offert ta place. » Au réveil, Nora sentit le collier autour de son propre cou. Sa meilleure amie dormait paisiblement à côté, enfin libérée de ses peurs. Sur le pendentif, une gravure apparut, fine et cruelle. La protection exige toujours un sacrifice. Depuis, le bijou change de porteur. Il passe de coup en coup, choisi par l'amitié, l'amour ou la peur. Et la sorcière observe, car plus le lien est fort, plus l'échange est délicieux. Cadeau maudit numéro 8. La lettre scellée. La lettre était simple. Une enveloppe crème, épaisse, fermée par un seau de cire noire. Aucun nom, aucun expéditeur. Juste un message écrit à la main sur le devant. À ouvrir quand tu en auras le plus besoin. Elle était souvent offerte dans des moments difficiles. Un deuil, une rupture, une période de doute. Toujours par quelqu'un de bien intentionné, persuadé de donner du réconfort.
Personne ne se souvenait exactement d'où venait la lettre. Elle apparaissait. C'est tout. La plupart des gens résistaient. Ils la rangeaient dans un tiroir, sur une étagère, dans une boîte à souvenirs. Et pendant un temps, tout allait bien. Puis un jour, le besoin devenait trop fort. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase, écrite d'une encre sombre. « Dis-moi ce que tu veux perdre. » Ceux qui lisaient croyaient à une mauvaise plaisanterie. Jusqu'à ce que l'encre se mette à couler, formant lentement de nouveaux mots. La lettre attendait, patiente. Certains murmuraient un objet. Ils le perdaient, le lendemain. D'autres disaient un souvenir. Il s'effaçait doucement. Mais ceux qui demandaient la paix, l'oubli ou l'amour, ne comprenaient que trop tard. La lettre prenait toujours plus que prévu. Sur le verso, une seconde phrase apparaissait alors. « Tu as signé en ouvrant ». La dernière personne connue pour avoir reçu la lettre tenta de la détruire. Le papier ne brûla pas, le sceau se reforma, et la lettre réapparut, intacte sur la table d'un inconnu. Car la sorcière n'avait pas besoin de forcer. Elle savait que la détresse ouvre toutes les enveloppes. Et si cette histoire t'a mis mal à l'aise, si tu as imaginé ce que tu écrirais, alors fais attention, car certains cadeaux n'attendent qu'une chose, être ouverts. On aime croire que les cadeaux sont innocents, qu'ils sont faits pour réparer, consoler, protéger. Pourtant, chaque objet que tu viens d'entendre avait été offert avec de bonnes intentions. Aucun n'était destiné à faire du mal. Et c'est précisément pour cela que la sorcière les a choisis. Elle ne punit pas la haine. Elle se nourrit de l'amour maladroit, de la peur de perdre, du besoin de sauver l'autre à tout prix. Car offrir, c'est parfois imposer. C'est décider à la place de quelqu'un ce qui est bon pour lui. Les cadeaux ne sont que des miroirs. Ils révèlent en nos failles, nos regrets, notre culpabilité. La malédiction ne fait qu'amplifier ce qui était déjà là, caché sous une intention sincère. Peut-être que la sorcière n'existe pas vraiment. Peut-être que ces objets ne sont que des symboles, ou peut-être qu'ils circulent encore, discrètement, emballés avec soin, transmis de main en main, comme de simples attentions. La prochaine fois que tu offriras quelque chose, pose-toi une question. Est-ce un cadeau pour l'autre ou pour apaiser ta propre peur? Car certaines intentions, même bienveillantes, ont un prix. Et certaines malédictions n'ont même pas besoin de magie pour être déclenchées. Et maintenant que tu connais l'histoire, fais attention.